Bonjour à tous, je suis Bro Martin, doctorant. Je travaille sous la direction scientifique du professeur Yaoko Bro. Je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan. Le travail que j'ai l'honneur de vous présenter cet après-midi porte sur la pintade à poitrine blanche, une espèce endémique des forêts d'Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, Le thème, c'est écoéthologie de la pintade à poitrine blanche, Agelastes meleagrides, dans le parc national de Taï, Côte d'Ivoire. Le plan de notre exposé est le suivant. Nous aurons une introduction qui va situer le contexte. Nous aurons en chapitre 1 la présentation du milieu d'étude, en chapitre 2 la présentation du matériel de la méthode utilisée, en chapitre 3 quelques résultats obtenus et suivi des discussions, et nous présenterons les conclusions de cette étude. Il faut noter en introduction que les forêts tropicales sont les plus riches en diversité biologique et les oiseaux sont l'un des peuplements les plus remarquables de cette biodiversité. Ils sont d'une importance capitale dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Ils sont d'excellents dispersateurs de diaspora et également ils contrôlent la population des insectes. Les oiseaux sont menacés car beaucoup plus sensibles aux différents changements qui affectent leurs différents habitats. Au nombre des oiseaux les plus menacés figurent les galliformes, très sensibles aux modifications de l'environnement du fait de leur relative incapacité à se disperser sur de grandes distances. Au compte de ces galliformes figure la pintade à poitrine blanche, qui est une espèce endémique aux forêts de la Haute-Guinée et elle est inscrite sur la liste rouge de l'UICN comme une espèce vulnérable. La pintade à poitrine blanche a vu sa population décliner rapidement ces 3 dernières décennies du fait de la disparition du couvert forestier et du braconnage. Les plus grandes populations se trouveraient confinées dans les restes des forêts continues de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la taille de la population de l'espèce serait de l'ordre de 42 000 à 119 000 individus. Et cette population est considérée comme la plus importante de toutes. Elle se trouve confinée dans le parc national de Taï, comme précisé au-dessus. Elle est une espèce caractéristique de la faune du parc national de Taï, car considérée comme une espèce indicatrice d'un habitat sain et d'une faible pression de chasse. Le parc national de Taï est quant à lui considéré comme l'un des sites prioritaires en Afrique de l'Ouest pour la conservation des oiseaux. Cependant, malgré le constat du déclin de cette espèce, aucun plan particulier de gestion de sa population n'existe à ce jour dans le parc national de Taï. Il existe une littérature relativement abondante sur la pintade à poitrine blanche et son écologie. Quelques études menées sur son habitat, sur son abondance et sa distribution géographique. Cependant, ces connaissances restent parcellaires car elles résultent des rencontres fortuites et d'observations sur de courte durée. Et la plupart de ces études ont recommandé des études complémentaires et mieux élaborées pour connaître l'écologie de l'espèce. En effet, plusieurs aspects de l'espèce, tels l'alimentation, la distribution à l'échelle du parc national de Taï, la taille du domaine vital et la reproduction restent inconnus. L'objectif de cette étude a donc été de contribuer à une meilleure connaissance de l'écologie et de l'éthologie de la pintade à poitrine blanche dans le parc national de Taï. Nous nous sommes fixés comme objectif spécifique au cours de cette étude de déterminer la taille du domaine vital et les facteurs de distribution de la pintade à poitrine blanche dans le parc national de Taï, de déterminer le budget d'activité diurne de la pintade à poitrine blanche et de décrire la reproduction et l'alimentation de l'espèce. Nous allons décrire le milieu dans lequel a eu lieu l'étude. Il faut dire que l'étude a eu lieu dans le parc national de Taï, qui est situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire.
entre 5,8 et 6,24 de latitude nord et 6,47 et 7,25 de latitude ouest. Le parc national de Taï est la plus grande forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine. Il couvre une superficie de 5 360 km² et est subdivisé en 5 secteurs administratifs que sont le secteur Taï, le secteur Sobré, le secteur Adeka V6, le secteur Djurutu et le secteur Djapadi, comme vous le voyez sur la carte. Le climat, il est de type subéquatorial à 4 saisons, avec 2 saisons pluvieuses d'avril à juillet, d'octobre à novembre, et 2 saisons sèches de décembre à mars et d'août à septembre. La végétation est de type forêt ombrophile dense sans périphérie. La faune y est abondante. On note 145 espèces de mammifères, 6 espèces d'amphibiens, 43 espèces de serpents et plus de 230 espèces d'oiseaux. Le matériel utilisé et la méthode appliquée sur le terrain. Il faut dire que le matériel biologique ici est représenté par la population de pintades à poitrine blanche du parc national de Taï. Quant au matériel technique utilisé, il a consisté à l'utilisation d'une paire de jumelles, à l'utilisation d'un appareil photographique, d'un GPS pour la géolocalisation, de fiches d'enregistrement, d'un ruban-mètre et de pots barbeurs en guise de piège. Le choix du site d'étude. Il faut dire que l'aire de suivi comprise dans le secteur Taï est située à l'est de la station de recherche en écologie de Taï. Le site s'étend sur environ 12 km². C'est une zone consacrée à la recherche avec la présence d'un réseau de pistes et de layons donnant l'aspect d'une grille. Voici ici présenté le site d'étude. La typologie de la végétation des habitats prospectés. Les principaux habitats traversés sont les forêts mixtes à sous-bois ouverts, les forêts mixtes à sous-bois fermés, les forêts sur sol hydromorphes, les forêts de Hesselberg ou de montagne, la brousse ou végétation non ligneuse difficile à traverser. Quant au calendrier de collecte de données, il faut dire que la phase de récolte de données s'est faite en 2 étapes. La première s'est déroulée d'octobre 2015 à septembre 2016, puis la seconde phase a démarré en mai 2017 et a pris fin en juillet 2018. Les groupes de pintades sur lesquels l'étude a porté, il faut noter que l'étude a porté sur 2 groupes de pintades qui vivent à l'ouest du parc national du Taï. Ces 2 groupes sont de tailles différentes. L'un des groupes composé initialement de 27 individus, que nous avons nommé groupe A, et l'autre groupe de 16 individus, nommé groupe B. La méthode d'échantillonnage. Une méthodologie spécifique a été appliquée à chacun des aspects de l'étude. Il faut dire que 3 semaines dans le mois étaient consacrées au suivi général des pintades avec comme principale activité l'étude du comportement par la méthode du scan et le recensement de la géolocalisation des lieux, des sites et des habitats fréquentés et les relevés des caractéristiques de l'habitat. Quant à la 4e semaine, elle était consacrée à l'étude de la disponibilité alimentaire avec la pose des pièges barbeurs dans les lieux de gagnage des pintades et les relevés dendrométriques relatifs aux dortoirs fréquentés par les pintades. S'agissant de l'étude de la répartition à l'échelle du parc national du Taï et du domaine vital de la pintade à poitrine blanche, il faut dire que nous avons exploité les données d'occurrence géoréférencées collectées entre 2005 et 2014 pour la répartition à l'échelle du parc national du Taï. Ces données ont été récoltées au cours du suivi écologique organisé dans le parc national du Taï. Quant à l'estimation des domaines vitaux, elles ont été faites à l'aide de la méthode du polygone convexe minimum MCP grâce aux données de suivi de 2015 à 2018. La détermination des habitats préférentiels a été faite par la méthode de quadrillage en cellules. Quant à la sélection des micro-habitats par les pintades a été estimée par le calcul de l'indice linéaire de Strauss. La mesure de la fidélité a incité l'utilisation de l'habitat ont été faites sur la base des domaines vitaux mensuels. Les méthodes d'étude des rythmes d'activité d'une. Il faut dire que nous avons appliqué la méthode du scan animal sampling, qu'il s'agit des scans réalisés toutes les 30 minutes au cours du suivi, depuis la descente des pintades des perchoirs entre 6h et 6h30 du matin
jusqu'à la tombée de la nuit lorsqu'elles reviennent se percher, généralement entre 18h et 19h. Il faut noter que cette étude de rythme d'activité d'une a eu lieu sur un groupe habitué au préalable. Les méthodes d'étude de la biologie de la reproduction. Il faut dire qu'au cours de cette étude, nous avons surveillé les activités de parade nuptiale et observé les mouvements de copulation afin de déterminer la période de reproduction de l'espèce. Nous avons procédé également à la localisation et à la description précise des nids découverts. La méthode d'étude de l'alimentation. Nous avons procédé à l'observation directe des items consommés, tels les végétaux et animaux. Nous avons procédé également à l'évaluation de la disponibilité en ressources trophiques des lieux de gagnage par la méthode des probarbeurs. Nous avons déterminé également la composition systématique des espèces d'invertébrés qui fréquentent la litière. L'exploitation des données a été faite grâce à deux logiciels, Statistica, la version 7.1, et CESTAT, la version 2016. Des tests non paramétriques standards avec des risques choisis à 5% ont été appliqués à la majorité des données. Le test que ce soit a été utilisé pour la comparaison de plusieurs échantillons indépendants. Quant au type de déplacement, l'analyse a été faite suivant le modèle défini par Ferrari avec les variantes liées aux habitudes des pentades. La fréquence d'occurrence de chaque activité a été estimée indirectement en calculant le rapport au nombre d'enregistrements de l'activité concernée sur le nombre total d'enregistrements exprimés. Les résultats et discussions. Il faut dire que concernant la répartition de la méthode à protéines blanches à l'échelle du PNT et de la taille du domaine vital, le secteur taille concentre plus de 58% des observations réalisées au cours des collectes de données entre 2005 et 2014. Ce secteur est suivi par le secteur Soubré avec 17,6%, suivi par le secteur Diapadi ADK avec 8,8% des observations et enfin le secteur du retour avec seulement 6% des observations. Ici, l'indice kilométrique d'abondance était le plus élevé dans le secteur taillé avec 0,25 individus au kilomètre carré et le plus faible noté dans le secteur ADKV6 avec 0,07 individus au kilomètre carré. Quant à la taille des domaines vitaux des pentades à protéines blanches, il faut dire que la taille des domaines vitaux annuels enregistrés par la méthode MCP donne pour le groupe A 228,3 hectares et pour le groupe B 204 hectares. Ces deux domaines vitaux se chevauchent largement sur près de 88 hectares. Ces domaines vitaux sont ont été stables au cours des différents mois de l'année. Le taux de recouvrement moyen était de 82,24%. Quant aux distances parcourues par les pentades au cours de cette étude, il faut dire que les distances parcourues en une journée varient entre 906 mètres et 3491 mètres, avec une valeur moyenne journalière de 2198 mètres parcourus par les pentades. Les variations saisonnières des distances journalières parcourues sont de 2061,9 mètres en moyenne, la grande saison des pluies, et de 2362,3 mètres, la petite saison des pluies. Ici, présente le diagramme avec les bandes représentant les distances parcourues par les pentades au cours des différentes saisons. Le test de Cushing-Wallis ne révèle aucune différence significative s'agissant des variations saisonnières. Les déplacements les plus longs enregistrés au cours de la petite saison des pluies, quant aux plus courts, ils ont été observés durant la grande saison des pluies. Il n'existe aucune relation positive. Il existe une relation positive entre la taille du domaine vital saisonnier et la longueur des déplacements aux mêmes saisons. Les types de déplacements. Il faut noter qu'au cours de cette étude, nous avons observé 4 types de déplacements réalisés par les pentades. Il y avait des déplacements orientés avec changement de dortoir, les déplacements orientés avec retour au même dortoir, les déplacements non orientés avec changement de dortoir et les déplacements non orientés avec retour au même dortoir. Ces différents déplacements sont schématisés sur la figure qui suit. Ce sont des modèles de déplacement qu'on a notés au cours de cette étude.
Au cours de cette étude également, nous avons noté 17 différents sites dortoirs utilisés par les pentades, que nous avons classés en 3 catégories, à savoir les dortoirs principaux, dont le taux de fréquentation est de l'ordre de 10 à 25%, les dortoirs secondaires avec des taux de fréquentation situés entre 3 et 9%, et les dortoirs occasionnels utilisés rarement par les pentades avec des taux de fréquentation inférieurs à 3%. Il faut dire que ces dortoirs avaient des caractéristiques bien particulières, avec la densité d'arbres variant d'un dortoir à un autre de 234 arbres à l'hectare à 656 arbres à l'hectare pour une moyenne générale de 439 arbres à l'hectare. Les valeurs de la surface terrière sont comprises entre 14,5 et 49 mètres carrés à l'hectare, avec une moyenne estimée à 26,26 mètres carrés à l'hectare. La distribution des classes de diamètre d'arbres dans ces dortoirs montre une courbe en J renversée. Distribution des classes de diamètre des principaux dortoirs des pentades à poitrine blanche. Facteur écologique expliquant la répartition des pentades à poitrine blanche. La disponibilité et l'utilisation des habitats. Il faut noter que les forêts mixtes à sous-bois fermé, MFSF, est l'habitat le plus représentatif au niveau des domaines vitaux avec 49,12% et 40,1% respectivement pour le groupe A et le groupe B. Une comparaison de la disponibilité de ces habitats et leur utilisation permet de noter qu'il n'y a aucune différence significative. Le calcul de l'indice linéaire de Strauss pour les deux groupes montre que pour le groupe A, l'habitat préféré est la forêt mixte à sous-bois fermé et pour le groupe B, les forêts mixtes à sous-bois fermé avec présence abondante de lianes. Cette étude donne pour la première fois une idée de la taille réelle du domaine vital de la pentade à poitrine blanche. L'existence d'un domaine vital traduit la présence pour l'occupant de cet espace de nombreux points d'attraction tels les ressources alimentaires, les sites dortoirs et les sites de reproduction. Francis et collaborateurs avaient estimé la taille du domaine vital à 1 km², soit la moitié de l'estimation présente. Cet écart peut être expliqué par la différence par l'utilisation d'approches différentes. Il faut noter que nous avons fait un suivi quotidien de l'espèce. Donc, nous avons passé un peu plus de temps avec l'espèce que dans le cas de l'étude de Francis et collaborateurs. Ce domaine vital, la taille de ce domaine vital n'est pas particulière à la pentade à poitrine blanche, puisque Descoster, dans l'étude de Crass Alector, a trouvé une taille environnante avec 3 km² pour le Crass Alector. La stabilité des domaines vitaux saisonniers traduit l'existence d'un noyau d'espace régulièrement exploité par les pentades. Les pentades parcourent de longues distances journalières. Cette estimation est plus élevée que celle déterminée par Francis et collaborateurs qui avaient estimé cette distance à 1 km jour. L'absence de suivi régulier et continu et le manque de méthodes explicites pourraient expliquer cet écart observé. Les dortoirs, nous avons constaté au cours de cette étude également que les pentades fréquentaient des dortoirs réguliers. Les dortoirs les plus fréquentés hébergent un plus grand nombre de jeunes arbres avec des diamètres à hauteur de poitrine compris entre 5 et 30 cm. La distribution diamétrique des sites dortoirs typiques des forêts naturelles avec une structure en J inversée. La densité moyenne obtenue d'arbres à l'hectare est caractéristique des forêts denses tropicales humides. La moyenne de la surface terrienne obtenue pour l'ensemble des sites dortoirs est également typique des forêts denses humides. Les tests de sélectivité réalisés montrent une préférence des pentades pour les habitats aux structures plus complexes, telles que les forêts mises à sous-bois fermées avec lianes et l'évitement des forêts sur sol hydromorphes dues aux inondations. Les forêts mises à sous-bois fermées, par sa structure, offriraient une plus grande protection aux pentades qui s'y dissimuleraient plus aisément. Cette préférence pour cet habitat corrobore les observations de Francis et collaborateurs ainsi que ceux de Walter et collaborateurs. Les pentades disposent de dortoirs précis qu'elles rejoignent une fois la nuit tombée, contrairement à ce qu'avait évoqué Deloyo qui avait dit que les pentades passaient la nuit là où passaient la nuit dans les arbres là où la nuit est ouverte. En fait.
S'agissant du budget d'activité dure, le résultat du bilan d'urine d'activité dure de la pentade à poitrine blanche est le suivant. Le nourrissage occupe la plus grande partie du temps avec 38,5% du temps, la locomotion 24,6% du temps, l'entretien 17,6%, le repos 12,6%, 2,9% du temps pour l'antagonisme, 2,6% pour l'état d'alerte et 1% consacré aux arrêts brusques et aux parades nuptiales. Ce diagramme circulaire montre les différentes proportions des différentes activités. Les variations journalières des principales activités diurnes. Il faut dire que les activités diurnes peuvent être scindées en trois grandes phases, à savoir entre 6h30 et 11h30. Les activités sont consacrées essentiellement au nourrissage. Entre 11h30 et 14h30, les activités sont consacrées en majorité à l'entretien. Entre 14h30 et 16h30, retour des activités de nourrissage et la locomotion domine entre 16h30 et 18h. Ici, présenter les variations mensuelles des fréquences d'activité diurne de la pentade à poitrine blanche dans le parc national du Taï. On voit une dominance nette du nourrissage au cours des différents mois. Les autres aspects comportementaux notés au cours de cette étude, nous avons constaté que la pentade à poitrine blanche organise une défense de son territoire, de son espace de vie. On a constaté que les dortoirs étaient fixes et régulièrement fréquentés, que les groupes sont présidés par un couple de pentades, un couple constitué d'un individu mâle et femelle. Nous avons constaté également au cours de cette étude une association avec d'autres espèces du milieu, par exemple avec l'alette aïurus, l'état d'Edimata, et de diverses espèces de singes telles que le polycomos, le mangabé et badus qui partageaient les mêmes environnements que la pentade à poitrine blanche. Vous notez que le rythme d'activité d'une de la pentade à poitrine blanche est dominé par le nourrissage et la locomotion. La primauté de l'activité de nourrissage a été également notée par Francis et collaborateurs au PNT avec 60% du temps. Cette différence s'expliquerait par la durée respective des deux études. Nous avons passé un peu plus de temps avec les pentades que lors de l'étude de Francis et collaborateurs. L'entretien a des fluctuations mensuelles inversement proportionnelles à celles de la locomotion. Les déplacements les plus longs ont lieu en début et en fin de journée lorsque les pentades quittent ou rejoignent leur dortoir. Le repos intervient entre 12h et 14h, ce qui correspond à la période élevée par Francis et collaborateurs. S'agissant de la reproduction de la pentade à poitrine blanche, il faut noter la variation mensuelle des activités prénuptiales qui ont été constatées au cours des mois de février, des mois de mai et juin, ainsi que les mois de septembre et octobre. 9 sites de ponte ont été identifiés au cours de cette étude. Nous avons noté aussi que les pentades utilisaient des cavités naturelles dans les troncs d'arbres pour pondre les œufs. Nous avons recensé les différentes cavités. 66,7% de ces cavités étaient situées dans des arbres verts et 33,3% de ces cavités étaient dans des arbres morts encore érigés. Les cavités de ponte sont humides, tapissées de diverses feuilles fraîches et mortes. Les cavités sont caractérisées par la présence de plantes ptérodophytes telles que Asplenium africanum et Nephrolepis biserrata. Il faut noter que l'observation a été faite pour la première fois au Parc national de Taï au cours de cette étude. Jusqu'à présent, le nid et les œufs de la pentade à poitrine blanche n'avaient pas encore été observés à l'état nature. Nous avons au cours de cette étude aussi observé des jeunes pentados à plusieurs reprises. On voit sur la première photo une pentade montée dans une cavité d'arbre pour la ponte et sur la deuxième photographie, une pentade adulte en présence d'un juvénile.
faut dire dans cette partie, pour cette partie que les pentades privilégient les mois pluvieux pour la nidification, comme nous l'avons constaté au cours de cette étude. La saison pluvieuse favoriserait la disponibilité en ressources alimentaires, conditionnant ainsi la reprise de la reproduction de nombreuses espèces d'oiseaux. La période pluvieuse déterminerait des pics de production végétale sur lesquels s'accorderaient les cycles des oiseaux. La pentade à poitrine blanche utilise des cavités d'arbres pour la nidification. Selon Rickleff, l'avantage principal de pondre en hauteur est lié à la diminution du risque de prédation des œufs et des oisillons. Les plantes théodophytes observées autour des cavités, on a observé les plantes théodophytes observées sont des fougères qui ne prospèrent que dans des lieux humides à la pénombre dans les régions tropicales. Les œufs des pentades, de façon générale, comme le soulier Nagalori Savadogo, auraient besoin de beaucoup d'eau pendant l'incubation afin d'augmenter les chances d'éclosion. Ceci expliquerait l'humidité régnant dans ces cavités. Ces végétaux posséderaient en plus des propriétés antibactériennes antiseptiques, ce qui offrirait une protection aux œufs, mais aussi à la pentade durant la période de couvaison. S'agissant de l'alimentation de la pentade à poitrine blanche, il faut noter qu'au cours de cette étude, nous avons fait des observations in situ, c'est-à-dire que nous avons noté directement ce que les pentades consommaient et nous avons noté qu'elles consommaient des graines de Scotea cleneana sur la figure 1, elles picoraient également dans des fruits de Saccharomyces gabonensis, consommaient aussi des grappes de Xanthophyllum gilleti et des fruits de Parinari excelsa. Ça sont les observations faites à l'œil nu. Les pentades pratiquant dans la litière, grattant dans la litière, nous avons décidé de fouiller la litière pour voir ce que les pentades consommaient en réalité ou ce qu'on pouvait trouver dans la litière. Quelques représentants de familles d'atotones capturés par la méthode des peaux barbeurs dans le parc national de Taï. Les peaux barbeurs ont été placés dans les différents lieux de gagnage des pentades afin de récolter les arthropodes traînant dans la litière, qui sont des proies potentielles pour les pentades à poitrine blanche. Et nous avons constaté, après ces relevés, que ces proies étaient beaucoup plus abondantes dans les forêts mixtes à sous-bois fermés et moins abondantes dans les forêts de montagne, ce qui pourrait expliquer la fréquentation abondante des pentades la préférence des pentades pour les forêts mixtes à sous-bois fermés. La variation de l'abondance relative à l'échelle des habitats montre que la valeur la plus élevée des proies recensées a été enregistrée au niveau des forêts mises à sous-bois fermés, avec 47,4%, suivi par la forêt mise à sous-bois ouvert avec 24,4%. La variation des abondances relatives saisonnières, une valeur a été élevée durant la période de la petite saison sèche, marquée par la baisse des pluies. Cette abondance relative est de 24,3% en grande saison des pluies, 20% en petite saison des pluies et beaucoup plus faible en saison sèche avec 16,2%. En conclusion de cette étude, nous pouvons dire que les pentades à poitrine blanche se rencontrent sur l'ensemble du parc national de Taï, mais à des degrés divers avec une nette concentration des observations dans la partie nord-ouest du parc. Les groupes de pentades à poitrine blanche ont des domaines vitaux distincts aux tailles relativement grandes. Ces domaines vitaux sont exploités différemment suivant les périodes de l'année et demeurent généralement stables durant l'année. Les pentades établissent des préférences dans l'utilisation du milieu suivant leurs besoins. La nature de l'habitat est fondamentale pour la pentade qui se nourrit, se déplace et se perche pour la nuit, majoritairement dans les forêts mixtes à sous-bois fermés et les forêts mixtes à sous-bois ouverts. Pour demeurer à l'abri des potentiels prédateurs, elle préfère les végétations beaucoup plus fermées pour se reposer dans la journée. La répartition des pentades obéit à la disponibilité des ressources trophiques. Les pentades passent la nuit dans des dortoirs bien connus aux caractéristiques communes. Ces
Ces nombreuses informations recueillies au cours de cette étude pourraient aider aux mesures de gestion et améliorer le suivi de l'espèce. Les actions devraient être orientées dans le sens de la préservation de l'habitat forestier dont dépendent ces pentades. Les activités majeures du rythme d'activité due de la pentade à poitrine blanche sont l'alimentation, la locomotion, l'entretien et le repos. Le nourrissage demeure l'activité principale tout au long de l'année. Les fluctuations journalières et mensuelles de ces activités au cours de l'année, elles subissent très peu d'influence de la saison. Cette étude a permis de localiser pour la première fois dans le parc national de Taï le nid de ponte de la pentade à poitrine blanche. La pentade serait tributaire du milieu forestier pour sa reproduction. Elle utilise des cavités d'arbres pour la ponte. La reproduction serait dépendante de la période de pluie, comme constaté au cours de cette étude. Les périodes de reproduction ne seraient pas uniformes sur l'ensemble du PNT, mais débuteraient toutes en saison pluvieuse. La pentade à poitrine blanche a un régime mixte, comme constaté, composé de végétaux et d'animaux, représenté pour l'essentiel par les insectes. Comme perspective à cette étude, l'élaboration d'un plan d'action pour la gestion des populations de pentades à poitrine blanche du parc national de Taï. Nous souhaitons réévaluer la population de la pentade à poitrine blanche dans le parc national sur la base de nouvelles observations obtenues sur la taille du domaine vital et la distance parcourue. Souhaitons également une étude de faisabilité de l'élevage en captivité de la pentade à poitrine blanche en vue d'un programme de réintroduction dans les espaces où sa population connaît un déclin ou est en voie d'extinction. Je vous remercie pour votre attention. Si c'est bon pour vous, bro, je peux commencer le résumé en anglais pendant qu'on regarde la vidéo. So, the presentation was about white-breasted guinea fowl. It's an endemic of Western Africa, and the study area was located in Ivory Coast. So the context is that the tropical forests are very rich, and birds in these forests are important for ecosystem functioning. Birds are also indicator of habitat quality, and Galliformes in particular are sensitive to environmental changes. So the white-breasted guinea fowl is currently in decline due to deforestation and poaching. And this species is still found only in Sierra Leone, Liberia, and Ivory Coast, with a population in Ivory Coast that is estimated between 40 and 120,000 individuals. The species is considered as vulnerable. In Taï National Park, there is low hunting pressure. It's an area of conservation, but therefore there is no management plan for protecting the species. There is already literature on the species, but a lot of gaps on the ecology of the species were filled with this research from the Taï National Park. So the study area is located in subequatorial climate with 2 rainy and 2 dry seasons in Taï National Park, which is the largest protected forest area in Western Africa. So the speaker used binoculars, GPS, and a camera to study the guinea fowls on the field. So it's really a field study. And the main study area is selected near the ecological station, where there is a network of tracks in various forest types. And there was a focal study on 2 groups of 16 and 27 individuals to investigate habitat use, home range, distribution, and daily activity patterns. The speaker also gave some details about the statistical analysis, which I will not go in the detail here. And so the results were a higher presence of the white-breasted guinea fowl in the northwestern part of the Taï National Park, an overlap of home ranges. These guinea fowls are moving quite a lot, between 900 and 3,000 meters per day. There was no seasonal, no significant seasonal difference in movement per day. And the bigger the home range, the more movement there was. And there was a focus that was made on roosts, because roosts are, of course, crucial for such species. So 17 roosts could be identified.
with variable tree density and characteristic, but usually in areas with young trees. And the distribution depended on the availability of the habitat. So the size of the home range was estimated to 2 square kilometers for a group, which was higher than previously estimated, probably due to the timing of observation that was. So the group spent longer observing the guinea fowls than in previous studies. And movements were also more important and longer than expected per day. There was also regular use of the roosts. And about the daily activity budget, so feeding and movements were making up almost 2/3 of daily budget, with foraging the main activity during the day. They mainly foraged in the morning. Movement was mostly in the morning and in the evening, so to commute from and to the roosts. And they used to preen all day and used to rest during the heat of the day. Some behavioral aspects. So the guinea fowls were really territorial, defending their home range, and the groups were usually led by a pair. And there was some association with other species such as white-tailed alyth and with other animals such as monkeys. And interestingly, for the first time in the history, there was the observation of eggs of the species and description of the nest sites. So they used to breed in tree cavities, either dead trees or standing trees, and the entry was hidden by ferns. And then there was also a study about the foraging behavior and the foraging preferences and the diet. So these birds used to prefer to eat a mixed diet with seeds, fruit, and arthropod. The outcome of this study is to have a management plan to protect forest habitats that is crucial for the species, an action plan for the protection of the species, to re-evaluate the population estimates, and there is captive breeding programs with the aim to reintroduce the species in other habitats where it was already extirpated or where it's declining.